C'était un ancien Navy SEAL, hanté par une guerre qui ne le quittait jamais. Avec ses derniers 10 000 $, il avait acheté une ferme abandonnée, enfouie dans les collines enneigées de Montana, espérant le silence, pas le salut. Mais quand il revint quelques semaines plus tard, de la fumée s'élevait de la cheminée, et quelqu'un était à l'intérieur. Une jeune femme, un berger allemand et un secret enfoui dans la neige qui allait tout changer. Avant de commencer, dites-nous d'où vous regardez. Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour ne manquer aucune autre histoire de loyauté, de courage et de cœur. Votre soutien compte énormément. Le vent hurlait à travers les collines gelées de Bozeman, Montana, transportant l'odeur âcre du pain et de la fumée. La neige recouvrait la vallée comme un linceul, douce et infinie, engloutissant clôtures, champs et souvenirs indistinctement. Eli Warren sortit de son vieux pick-up Ford, le moteur cliquetant dans le froid. La ferme se dressait sur la crête devant, petite, tordue, à moitié ensevelie sous les congères. Pour la plupart, elle ressemblait à une ruine. Pour lui, elle ressemblait au calme, et le calme était tout ce qu'il voulait. Il avait 38 ans, grand et large d'épaules, bâti par des années à porter des fusils et le silence. Son visage était tout en arête, les pommettes saillantes sous une barbe naissante, une cicatrice estompée le long de sa mâchoire qui accrochait la lumière quand il tournait la tête. Ses cheveux sombres, striés des premières grilles de la quarantaine, étaient coupés courts, bien que le vent les ébouriffait. Mais ce sont ses yeux qui racontaient la vraie histoire, gris, distincts, comme un homme regardant encore quelque chose brûler juste au-delà de l'horizon. Il n'avait pas dormi une nuit complète depuis des années. Les cauchemars le retrouvaient toujours. L'explosion, les cris, puis le silence. On appelait ça le TSPT. Pour Eli, ce n'était qu'un écho. Il résonnait sous tout ce qu'il faisait, même maintenant, à des kilomètres de la guerre. Sa femme Laura l'avait quitté il y a 2 ans. Elle n'avait pas pleuré. Elle s'était juste tenue dans l'embrasure de la porte un matin, valise à la main, et avait dit « Tu es rentré à la maison, mais tu n'es jamais vraiment revenu. » Eli ne l'avait pas retenu. Il ne savait pas comment. Maintenant, avec ses derniers 10 000 $ de prestations d'anciens combattants, il avait acheté cette ferme abandonnée dans le nord du Montana. 10 acres de terre oubliée où personne ne le dérangerait. Il prévoyait de réparer le toit, de remettre les clôtures et, peut-être, de se souvenir de ce que la paix ressentait. Il serra son manteau plus fort et s'engagea sur l'étroite allée, ses bottes craquant sur la glace. Chaque souffle laissait un nuage léger qui disparaissait avant son pas suivant. Le monde ici était assez silencieux pour entendre son propre cœur battre. Pour la première fois depuis longtemps, cela ressemblait à quelque chose d'approchant l'espoir. Puis il le vit. Un mince filet de fumée s'élevant de la cheminée. Eli s'arrêta. Son souffle se figea en l'air. Ce n'était pas possible. La cheminée ne fonctionnait pas. Il l'avait inspectée lui-même lors de l'achat. Le conduit était rempli de suie, l'âtre plein de nids d'oiseaux. Mais maintenant, faible et régulier, de la fumée s'enroulait contre le ciel gris. Il fronça les sourcils, balayant la cour du regard. La neige était propre près de son camion, intacte, mais plus près du porche, il les aperçut. De légères empreintes trop petites pour être les siennes. Des pas, 2 ensemble, un humain, un animal. Quelque chose de froid le traversa, non pas la pure, mais l'instinct, celui qui ne quitte jamais un soldat. Sa main droite effleura le côté de son manteau, ses doigts frôlant le petit 45 qu'il portait, plus par habitude que par intention réelle. Il monta les marches silencieusement, testant chaque planche avant de poser tout son poids. Le porche s'affaissa sous lui avec un long gémissement. L'air sentait le pain brûlé et autre chose. Quelque chose d'humain. Un rideau près de la fenêtre d'entrée trembla. Eli se figea. Quelqu'un était à l'intérieur. Il ne cria pas. Au lieu de cela, il écouta,
Une compétence acquise après des années à dégager des pièces et à entrer dans des lieux où le silence signifiait le danger. À l'intérieur, il crut faiblement entendre un mouvement, un grincement, puis l'immobilité. La neige tombait paresseusement à travers le ciel ouvert. Le monde semblait suspendu, comme si même le vent attendait de voir ce qu'il allait faire. Élie atteignit la porte. Le givre recouvrait la poignée, captant la lumière mourante du jour. Il hésita. Pendant un battement de cœur, l'idée absurde lui traversa l'esprit qu'il imaginait peut-être tout cela. Peut-être que la fumée n'était rien d'autre que de vieux souvenirs reprenant vie. Il frappa une fois. Pas de réponse. Il frappa de nouveau, plus fort. Toujours rien. La vallée était silencieuse à l'exception du doux sifflement de la neige qui tombait. Eli expira lentement, son souffle tremblant juste assez pour le trahir. Il tendit la main vers la poignée et la tourna. Déverrouillée. Le loquet fit un clic fatigué. La porte s'entr'ouvrit d'un pouce libérant une légère bouffée d'air chaud qui effleura son visage. La lumière du feu se mêlait à quelque chose d'autre qu'il ne pouvait nommer. Et puis, de quelque part au fond de la ferme, vint un son. Bas, incertain, pas tout à fait un grognement, pas tout à fait une voix. Élie resta immobile, une main sur l'encadrement de la porte, écoutant la chaleur se répandre dans le froid. Ce n'était pas la maison qui respirait. Ce n'était pas le feu. C'était quelque chose de vivant. La chaleur se répandit dans le couloir alors qu'elle y entrait. La chaleur du petit feu lui effleurait le visage. Pendant un instant, il resta là, laissant ses yeux s'adapter du blizzard pâle de l'extérieur au scintillement de la lumière orange à l'intérieur. L'air sentait faiblement le pain et la laine humide, et quelque chose d'humain. Le salon ne ressemblait en rien à ce qu'il était il y a quelques semaines. Le sol avait été balayé. Une pile de bois de chauffage était soigneusement appuyée contre le mur. La fenêtre cassée avait été réparée avec du carton et du ruban adhésif. Quelqu'un avait essayé de rendre l'endroit habitable à nouveau, pièce par pièce, puis il vit un mouvement près de la cheminée, une silhouette figée en plein mouvement. Une jeune femme se tenait là, les deux mains serrant une vieille tasse en étain, comme si elle pouvait la protéger. Elle semblait avoir la vingtaine, peut-être 24 ans. Ses cheveux étaient d'un riche châtain, ébouriffé, et tombant au-delà de ses épaules, encadrant un visage pâle qui avait oublié la chaleur. Un mince manteau gris pendait lâchement sur sa petite silhouette. Ses bottes étaient éraflées, son jean déchiré à un genou. Elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas eu de foyer depuis longtemps, mais ce sont ses yeux qui le retinrent. Une nuance de vert noisette qui semblait vaciller entre la peur et la défiance. À ses côtés se tenait un berger allemand, sa fourrure épaisse et tachetée de fauve et de noir, âgé d'environ 2 ans. Ses muscles étaient tendus, ses oreilles plaquées en arrière, un grognement bas roulant au fond de sa gorge. Les yeux du chien étaient vifs, intelligents, méfiants, attentifs à chaque mouvement de Eli. Eli leva légèrement une main, instinctivement calme. « Doucement, mon garçon. » Sa voix était basse, égale, le même ton qu'il utilisait autrefois pour calmer les soldats tremblants après une fusillade. La femme déglutit, ses doigts tremblants autour de la tasse. « S'il vous plaît, n'appelez pas la police, » dit-elle, sa voix douce mais tendue. « Nous partirons. Nous avions juste besoin d'un endroit chaud. » Il l'étudia longuement. « Nous » Elle posa une main délicatement sur le cou du chien. « Moi et Rex. » Rex. Le chien cessa de grogner, bien que sa queue reste raide, attendant un signal. Eli rangea son pistolet, mais son corps resta alerte. « Vous avez choisi le mauvais endroit pour vous cacher, » dit-il doucement. « Je ne savais pas que quelqu'un en était propriétaire. » Ses yeux se posèrent sur la porte. Elle semblait vide. Il balaya de nouveau la pièce du regard, les couvertures près de l'âtre, l'espace soigneusement nettoyé, les boîtes de conserve vides alignées près de la fenêtre. Ce n'était pas le chaos de squatteurs ou de vagabonds. C'était l'ordre de quelqu'un qui tentait de survivre avec dignité. Pourquoi ici?
demanda-t-il finalement. Clara hésita, ses lèvres s'entr'ouvrant comme si elle avait gardé son histoire en elle trop longtemps. Parce que c'était loin, dit-elle doucement. Loin de la ville, loin de tout le monde. Sa voix se brisa, mais elle se força à continuer. Mon père est mort il y a 3 mois. Ils ont dit que c'était un accident de voiture, mais ce n'était pas le cas. Eli ne bougea pas. Continue. C'était un ingénieur civil, dit-elle, James Hayes. Il travaillait sur une étude pour le groupe Apex Terra. Ils construisent ce nouveau complexe écotouristique dans la vallée. Sauf que ce n'était pas du tout d'éco. Il a découvert qu'il déversait des déchets chimiques dans la rivière. Ses yeux noisettes vacillèrent vers le feu, le reflet tremblant dans ses pupilles. Il a refusé de signer le rapport final. 1 semaine plus tard, il était mort. La police a dit qu'il avait heurté une plaque de verglas et dérapé sur la route, mais ses pneus étaient neufs. Il recevait des menaces depuis des mois. La mâchoire d'Élie se serra. Il ne l'interrompit pas. Après ça, tout s'est effondré. Ma mère est morte il y a des années, donc il n'y avait plus que mon père et moi. J'ai essayé de me battre avec l'assurance, de payer les factures de l'hôpital, mais ça ne cessait de s'accumuler. 50 000 $ de dettes. J'ai tout vendu. La maison, son camion, ses outils. Toujours pas assez. Elle se pencha pour caresser la fourrure de Rex, sa voix baissant. C'était le chien de papa, entraîné pour la détection d'odeurs et le sauvetage. Rex a commencé à agir étrangement après l'enterrement. Il faisait les 100 pas. Il gémissait. Une nuit, il n'arrêtait pas de gratter le vieux cabanon. C'est là que j'ai réalisé que nous étions surveillés. J'ai emballé ce que j'ai pu et je me suis enfui. Eli sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Il savait ce que cela signifiait de fuir. Non pas le danger, mais les fantômes qui refusaient de lâcher prise. Il jeta un coup d'œil au chien. Rex le regardait fixement, les oreilles frémissant, le nez légèrement dilaté comme s'il lisait ses intentions. « Il est bien entraîné », dit Eli. Clara hocha faiblement la tête. « Il est plus intelligent que la plupart des gens que je connais. » Le feu crépita, projetant des étincelles dans la cheminée en pierre. Dehors, le vent hurlait, pressant la neige contre les fenêtres. À l'intérieur, le silence s'étirait, lourd, mais non vide. Eli parla finalement. « Tu as où aller? » Elle secoua la tête. « Tous les refuges sont pleins. Le shérif m'a dit de passer mon chemin. » Eli perçut l'amertume dans son ton, cette colère froide et silencieuse qui vient de la réalisation que le monde n'est pas fait pour aider des gens comme vous. Il fixa le feu pendant un long moment, pensant qu'elle n'était qu'une enfant. Il ne lui devait rien. Mais quelque chose dans son histoire, un père réduit au silence pour avoir parlé, une fille laissée à elle-même, remua quelque chose d'enfoui en lui. Un souvenir des hommes qu'il n'avait pas pu sauver, des ordres qu'il n'avait pas pu refuser. Il passa une main sur son visage, sentant le frottement rugueux de sa barbe. « Tu peux rester ce soir, » dit-il finalement. « Mais demain, nous parlerons de la suite. » Clara cligna des yeux, les yeux écarquillés. « Vous êtes sérieux? Ne me faites pas regretter. » Elle hocha rapidement de la tête, murmurant « Merci. » Rex sembla sentir le changement, s'allongeant près du feu, la tête posée sur ses pattes, les yeux à moitié clos, mais attentifs. La tension dans la pièce s'apaisa légèrement. Eli se tourna vers la porte, jetant un dernier coup d'œil à la jeune fille et à son chien recroquevillé près du feu. Pour la première fois depuis des années, le son de la respiration d'une autre personne remplissait l'espace qui n'avait autrefois été que ses pensées. Il sortit, refermant doucement la porte derrière lui. L'air nocturne mordait sa peau et la fumée de la cheminée s'élevait en spirale vers le pâle clair de lune. C'était étrange, pensa-t-il, comment un homme pouvait acheter une maison pour échapper à l'humanité, seulement pour la trouver déjà occupée par la chose même qu'il avait évitée, la vie. Les jours se fondirent dans un rythme auquel aucun d'eux ne s'attendait. La ferme, autrefois une coquille vide de décomposition, recommença à respirer. Les matins étaient remplis du grincement des outils,
du raclement des pelles et du doux grognement de Rex patrouillant le périmètre. Les soirs, ils partageaient le silence, le genre qui ne semblait plus lourd. Eli répara le toit et renforça les poutres, ses mains stables malgré les tremblements qui venaient avec le froid. Clara apprit à allumer des feux correctement, à réparer des rideaux avec des chutes de tissu, à cuisiner avec tout ce qu'elle pouvait trouver. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à eux. Un morceau fragile assemblé par l'épuisement et une compréhension silencieuse. Dehors, l'hiver du Montana s'intensifia. Le vent découpait les arbres et la neige devenait plus épaisse, plus lourde, comme si le monde voulait tous les enterrer. Pourtant, à l'intérieur, la chaleur revenait, pas seulement du feu, mais de quelque chose d'invisible. Rex restait la sentinelle de leur petit royaume. Il n'était jamais complètement au repos. Ses oreilles frémissaient au moindre son, et la nuit, il patrouillait la cour d'un pas lent et délibéré. Sa fourrure, épaisse et brillante, luisait ambre à la lumière du feu. Quand Clara riait, un son rare et doux, Rex levait la tête comme s'il était fier de l'entendre. Un soir, alors que le vent hurlait comme un animal blessé, Eli serrait le loquet de la porte arrière lorsque Rex se mit à aboyer, pas le court aboiement d'avertissement qu'il donnait lorsqu'un lapin s'échappait. C'était différent, urgent, guttural. Le chien fonça vers l'arrière de la propriété, soulevant de la neige. Eli attrapa sa lampe de poche et le suivit, ses bottes s'enfonçant profondément dans la congère. « Rex, doucement, mon garçon. » Les aboiements cessèrent près de la vieille grange, une structure qu'Eli avait à peine regardée depuis qu'il avait acheté l'endroit. Ce n'était guère plus qu'un squelette de bois, son toit à moitié effondré sous des années de neige. Rex se tenait à l'entrée, les dents découvertes, la queue raide. Il grattait une section du mur, gémissant. Clara apparut quelques instants plus tard, essoufflée, serrant une lanterne. « Qu'est-ce qui ne va pas? » Eli balaya sa lumière sur la grange. Rien ne bougeait sauf les ombres et la poussière. Pourtant, Rex refusait de s'arrêter. Il gratta une section de bois pourri le long du mur arrière, puis aboya de nouveau. 3 courts éclats, puis un grognement sourd. « Il a trouvé quelque chose, » dit Clara, la voix légèrement tremblante. Elle s'accroupit à côté de Rex, pressant une main sur son dos. « Bon chien, montre-moi. » Eli s'agenouilla à leur côté. Le bois là semblait différent, plus sombre, taché d'huile. Il racla la couche supérieure avec son couteau, révélant quelque chose de solide en dessous. Le vieux bois céda avec un gémissement, et une étroite cavité apparut à l'intérieur du mur. De l'intérieur, Eli tira une petite boîte en bois, la surface lisse d'une vieille huile pour l'empêcher de pourrir. Elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air. Les charnières étaient rouillées, mais le seau était encore intact. La lanterne de Clara vacilla alors qu'elle murmurait « Qu'est-ce que c'est? »« Quelque chose que votre chien voulait que nous trouvions, » dit Eli, sa voix basse. Il posa la boîte sur le sol et l'ouvrit soigneusement avec la lame. À l'intérieur se trouvaient des papiers enveloppés dans une couche de tissu ciré, des cartes, des reçus et des photographies. L'air se remplit de l'odeur d'huile ancienne et de papier humide. Clara s'agenouilla à ses côtés, son souffle s'accélérant. Eli déplia le premier document, un plan marqué de lignes rouges et de notes manuscrites. C'était une carte de pipeline montrant un réseau qui s'étendait à travers la vallée et sous la rivière voisine. Chaque section était étiquetée « détournement de déchets ». Il retourna le papier suivant. Des factures estampillées du logo Apex Terra Group et des noms de produits chimiques qu'il reconnaissait de son temps à l'étranger. Solvants, toxines, déchets illégaux. Au bas de la pile se trouvait une photographie. Elle montrait un camion à plateau transportant des fûts scellés, le logo Apex brillant faiblement sous des projecteurs. Gribouillé dans le coin se trouvait une signature familière. James Hayes. La main de Clara vola à sa bouche. « C'est l'écriture de mon père. » Eli leva les yeux, son visage était devenu pâle, ses yeux grands mais fixes. « Il a dit une fois, » murmura-t-elle, la voix brisée, « que si jamais quelque chose lui arrivait, Rex saurait où aller.
Je pensais que c'était juste quelque chose qu'il disait pour me réconforter. Rex s'assit à ses côtés maintenant, calme et stable, les regardant tous les deux comme si son travail était terminé. Eli examina de nouveau la photo, fronçant les sourcils. « Votre père a caché ça ici. Pourquoi? » Clara secoua la tête, les larmes menaçant de couler. Cette grange appartenait à son ami, Daniel Cole. Ils travaillaient ensemble avant que papa ne quitte le projet de la ville. Quand Daniel a déménagé, papa l'a aidé à fermer la propriété. Je pense, elle déglutit difficilement, je pense qu'il a caché les preuves ici quand il a réalisé que quelqu'un le suivait. Eli jeta un coup d'œil autour de la grange, soudain de nouveau alerte. Si on le surveillait, celui qui l'a fait pourrait venir chercher ça. Clara le regarda avec de la peur et de la colère mêlées dans son expression. Ils l'ont déjà tué, Eli. Vous ne comprenez pas? Ils feront la même chose à quiconque les dénoncera. Il se leva, les poings serrés sur les côtés. J'ai vu ce que des gens comme ça font. Des hommes en costume donnant des ordres pendant que quelqu'un d'autre saigne pour eux. Mais ils font une erreur à chaque fois. Ils pensent que personne ne ripostera. Il se tourna vers elle, la lumière accrochant la cicatrice sur sa mâchoire. Maintenant, nous avons la preuve. Clara regarda la boîte, l'écriture de son père, la preuve d'un monde construit sur des mensonges. Et qu'est-ce qu'on en fait? Les yeux d'Élie rencontrèrent les siens, stables, résolus. Nous trouvons quelqu'un qui se souvient encore de ce que signifie la justice. Et nous ne nous arrêterons pas tant que le monde n'aura pas entendu pourquoi votre père est mort. Le vent hurlait dehors, secouant les murs de la grange. Mais pour la première fois depuis qu'il avait acheté cette ferme, Eli ne ressentait pas le froid. La tempête arriva sans prévenir. Au crépuscule, le vent hurlait à travers la vallée, projetant la neige sur la ferme en violentes rafales. À l'intérieur, le feu crépita tandis qu'Eli préparait son équipement. Un sac à dos militaire usé, une lampe de poche, un appareil photo patiné et son vieux couteau de service. Il se déplaçait avec une efficacité silencieuse, son expression taillée dans la pierre. Clara se tenait près de la fenêtre, son visage pâle dans la lumière vacillante. Elle avait troqué son manteau déchiré contre l'un de ceux d'Elié, bien trop grand, les manches retroussées 2 fois. Dans ses mains gantées, elle tenait la carte pliée qu'ils avaient trouvée dans la boîte en bois. « Êtes-vous sûr de cela? » demanda-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus de la tempête. Ellie la regarda, ses yeux vifs et concentrés. « Nous devons bouger avant que la neige n'ensevelisse tout. Apex n'attendra pas le printemps pour couvrir son désordre. » Rex faisait les 100 pas près de la porte, agité, son souffle fumant dans l'air froid qui s'infiltrait par les fissures. La fourrure du berger allemand était hérissée, ses instincts aiguisés par le danger imminent. Il était le seul à ne pas avoir besoin d'être convaincu. Ils partirent juste avant la tombée de la nuit, suivant l'ancienne piste le long de la route gelée de la vallée. Les phares du camion d'Eli fendaient la tempête, des faisceaux blancs traversant le gris. Clara tenait le tracker GPS fermement sur ses genoux, traçant l'itinéraire marqué sur les notes de son père. « Les tuyaux passent sous la berge de la rivière, dit-elle. S'ils sont toujours actifs, le rejet de déchets devrait apparaître près du site de construction. » Eli hocha la tête, la tension dans sa mâchoire visible, même dans la faible lumière. Alors c'est là que nous commençons. Le trajet fut long, la neige implacable. Quand ils atteignirent la crête dominante de la rivière gelée, Eli coupa le moteur. Le silence qui s'ensuivit était lourd, le genre qui rendait le monde creux. Il sortit le premier, le froid mordant à travers ses gants, et fit signe à Clara de le suivre. Rex bondit dans la neige, le nez au sol immédiatement. Sa queue se raidit, ses oreilles dressées. Quelques instants plus tard, il aboya vivement. Un signal. Eli le suivit vers un groupe de tuyaux à moitié enfouis sous la glace. L'odeur frappa d'abord. Chimique, métallique, aigre. Clara étouffa un cri. « Oh mon Dieu! » Des poissons morts gisaient gelés le long de la berge, leurs écailles ternies jusqu'au gris.
Plus haut sur la colline, la forme tordue d'un cerf à moitié enfoui dans la neige. Eli s'agenouilla près du tuyau, raclant une fine couche de givre sur une valve rouillée. Elle était encore chaude. Active, murmura-t-il. Il déverse toujours. Il sortit son appareil photo, prenant des photos, le pipeline, les barils, la faune gelée. Clara nota les coordonnées GPS. Si nous pouvons les donner aux bonnes personnes, ils ne pourront plus l'enterrer, dit-elle. Ellie la regarda, le plus léger signe de respect dans ses yeux. Votre père serait fier. Au moment où ils retournèrent à la ferme, il était passé minuit. Le vent hurlait à travers les combles, faisant trembler les vieilles planches. Clara était en train de télécharger les images sur un email crypté lorsque Rex leva soudainement la tête. Ses oreilles frémirent. Un grognement bas roula de sa poitrine. Eli se figea. « Qu'est-ce que c'est, mon garçon? » Rex fonça vers la fenêtre, aboyant une fois. Avertissement aigu. Des phares traversèrent le blizzard à l'extérieur. 2 ensembles de véhicules s'arrêtant près du portail. « À terre! » siffla Ellie. Il éteignit la lampe, plongeant la pièce dans l'obscurité. Le monde extérieur était un flou de neige et de faibles mouvements. La première fenêtre se brisa, des éclats se dispersant sur le sol. Clara haleta. Rex bondit vers le bruit, aboyant furieusement. Ellie attrapa son arme de poing sur la table. Non pas un réflexe de soldat, mais quelque chose de plus profond, de plus ancien. 2 hommes en parka sombre forcèrent la porte, leurs bottes frappant le plancher. L'un tenait un pied de biche, l'autre une lampe de poche scotchée à un pistolet. Rex lança la première attaque. Le flou de fourrure et de fureur frappa l'intrus à hauteur de poitrine, le projetant en arrière contre le mur. Il hurla tandis que Rex lui serrait le bras, les dents déchirant la manche. Le deuxième homme balança son arme vers le son, mais Eli était déjà en mouvement. Des années d'entraînement reprirent le dessus. Il frappa l'homme bas, repoussant l'arme, lui assénant un coup de coude violent dans les côtes. Le combat fut rapide, violent, silencieux, sauf pour les grognements d'impact. L'agresseur tomba lourdement, sa tête craquant contre les planches. Eli se redressa lentement, son souffle régulier, mais ses yeux froids. « Ce sont ceux d'Apex, dit-il, l'équipe de nettoyage. » Clara trembla, serrant le collier de Rex pour le ramener. « Qu'est-ce qu'on fait d'eux? » Eli baissa les yeux vers les hommes inconscients. « On s'assure qu'ils disent la vérité, d'une manière ou d'une autre. » À l'aube, la tempête était passée. La neige gisait épaisse et silencieuse sur la terre, couvrant les traces, mais pas les dégâts. Dans la faible lumière du matin, Ellie et Clara se tenaient dehors, regardant le soleil percer les nuages gris. En quelques heures, les photos, les coordonnées et un bref compte-rendu de l'attaque avaient été envoyés à une journaliste environnementale indépendante nommée Maya Cortez, connue pour ses enquêtes implacables sur la corruption des entreprises. Maya, une femme d'une 30aine d'années, aux yeux vifs et curieux et aux cheveux coupés courts, travaillait depuis Denver. Elle avait vu trop de cas enterrés sous l'argent et le silence et trop de noms comme James Hayes oubliés. Son article fut publié 2 jours plus tard, le titre éclatant sur les nouvelles nationales. Le groupe Apex Terra accusé d'empoisonner la rivière du Montana. La mort du lanceur d'alerte rouverte. La réaction fut immédiate. Des enquêteurs fédéraux affluèrent dans la vallée. Le shérif local et le maire, tous deux longtemps soupçonnés d'être à la solde d'Apex, furent arrêtés pour corruption et obstruction à la justice. Dans un communiqué de presse la même semaine, James Hayes fut officiellement reconnu comme un lanceur d'alerte assassiné dans l'exercice de ses fonctions. Le PDG d'Apex démissionna sous la pression. Et à la télévision nationale, une photo de Rex apparut, le Berger allemand qui avait découvert la vérité, recevant la médaille K9 du courage civil pour sa bravoure. Eli regarda les nouvelles en silence, une rare trace de sourire adoucissant son visage marqué. Clara se tenait à ses côtés, des larmes brillant dans ses yeux. « Votre père l'a fait, » dit Eli doucement, « à travers vous. » Clara le regarda, vraiment,
et hocha la tête. Non, murmura-t-elle, à travers nous. Dehors, la neige tombait doucement de nouveau, mais cette fois, elle semblait propre. Le printemps arriva tard dans le Montana. Les dernières neiges fondirent en plaques réticentes à travers la vallée, découvrant la terre sombre en dessous, et avec elle le sentiment que la vie avait en quelque sorte perduré. Eli Warren se tenait sur le porche de la ferme, maintenant entièrement réparé, son toit scintillant sous le pâle soleil. Le vent vif qui autrefois ne portait que le silence apportait maintenant de faibles rires de la route voisine, où camions et bénévoles allaient et venaient. Derrière lui, l'enseigne en bois au-dessus de l'entrée indiquait « Le centre communautaire Hayes ». Clara avait choisi le nom elle-même. Elle apparut à ses côtés, le vent tirant ses cheveux, plus longs maintenant, bronzés par le soleil et striés de reflets cuivrés. Elle portait une simple blouse blanche sous une veste en jean, les manches retroussées jusqu'au coude. Son visage ne portait plus la tension creuse de la perte. Il y avait encore de fines rides de fatigue, mais elle s'était adoucie en quelque chose de stable, une sorte de paix gagnée par le feu. Ils ont fini d'installer la salle de thérapie aujourd'hui, dit-elle, souriant faiblement. Des vétérans de 2 villes voisines sont venus aider. L'un d'eux a amené son fils adolescent. Il a dit qu'il voulait qu'il voie à quoi ressemble la guérison. Eli hocha la tête, ses yeux traçant l'horizon. C'est une bonne chose que vous construisiez ici. Clara le regarda. Nous le construisons. À l'intérieur, l'ancienne ferme avait complètement changé. Là où des poutres brisées pendaient autrefois comme des côtes, la lumière du soleil traversait maintenant de larges fenêtres en verre. Le hall principal abritait des tables, une petite bibliothèque et des étagères remplies de fournitures, de couvertures, de conserves et de kits d'art. Dans un coin, une grande photo de James Hayes était encadrée, ses yeux gentils et résolus. En dessous, une plaque indiquait « Pour ceux qui ont dit la vérité quand le silence était plus sûr ». Rex trotta dans le couloir, ses pas confiants, la queue balançante. Il portait maintenant un harnais bleu foncé marqué « Chien d'assistance TSPT » et se tenait avec l'autorité calme d'un guérisseur vétéran. Son museau s'était élargi, ses yeux s'étaient adoucis. Mais lorsque des enfants passaient la porte, toute sa posture changeait, la queue remuant, les oreilles se dressant. Il était devenu un symbole, une créature autrefois née pour garder, enseignant maintenant aux autres à vivre à nouveau. Eli regarda Rex saluer un nouveau visiteur, un homme d'une quarantaine d'années, la veste militaire zippée jusqu'au cou, le visage marqué et fatigué. L'homme hésita à l'entrée, puis s'accroupit, laissant le chien lui renifler la main. Rex lui lécha doucement les doigts, quelque chose dont les épaules de l'homme se relâcha. « C'est le sergent Lewis », murmura Clara. « Afghanistan, il a perdu son unité à cause d'un EOD. Il n'a pas beaucoup parlé depuis des années, mais avec Rex, il n'a pas besoin de le faire. » Eli ne dit rien, sa gorge se serrant. Dans les semaines qui suivirent le procès Apex, Clara avait utilisé une partie de la compensation, 2,5 millions de dollars après les frais de justice et les règlements, pour racheter l'ancienne maison de son père. Mais au lieu d'y emménager, elle l'avait transformé en ce centre, un refuge pour les vétérans, les survivants et tous ceux qui avaient perdu leur sentiment d'appartenance. Eli. Avec ses chèques d'invalidité mensuels de l'armée et une résolution tranquille, devint son partenaire silencieux. Il s'occupa de l'entretien, des programmes de formation et de la logistique. Plus que cela, il devint une voix, tendant la main au réseau de vétérans à travers le pays, convainquant les autres que le rétablissement ne signifiait pas oublier, mais construire. Lorsqu'un petit journal local publia un article sur le projet, il se répandit plus loin qu'aucun d'eux ne l'avait imaginé. Bientôt, d'autres communautés commencèrent à écrire du Colorado, de l'Ohio, même du Maine, demandant comment le reproduire. Ils les appelèrent des fermes silencieuses, des lieux où ceux qui étaient autrefois brisés pouvaient se réparer par le travail, le but et la compassion.
Un après-midi, une équipe de télévision arriva, 2 journalistes d'une chaîne nationale. La reporter, une petite femme aux yeux bleus vifs nommée Kendra Mills, demanda à filmer un court reportage sur le centre. Sa voix portait un mélange de chaleur et de professionnalisme, mais quand elle parlait aux vétérans, elle écoutait, vraiment écoutait. Rex vola la vedette, bien sûr. Les caméras le suivaient alors qu'il guidait les visiteurs à travers le jardin, où des plates-bandes surélevées contenaient maintenant des rangées de jeunes légumes. Des enfants des écoles locales venaient chaque week-end pour planter et apprendre. Clara leur enseignait comment nourrir le sol, comment la vie pouvait recommencer, même après un hiver qui semblait sans fin. Ce soir-là, alors que l'équipe de tournage partait, la vallée était baignée d'or. Eli se tenait près de la balustrade du porche, regardant Clara fermer la porte principale. L'air sentait le pain et la terre qui dégèlent. « Votre père aurait aimé ça, » dit-il. Elle sourit doucement. Il me disait qu'une maison n'est pas l'endroit où l'on vit, c'est l'endroit où les autres sont les bienvenus. Eli se tourna vers l'horizon, la lumière du soleil se reflétant dans ses yeux. Et parfois, dit-il doucement, les perdus sont les premiers à retrouver le chemin du retour. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Le vent bruissait à travers les arbres, portant l'odeur de la pluie printanière. Rex s'allongea près des marches, la tête posée sur ses pattes, regardant le ciel passer de l'or à l'argent. Derrière eux, des rires résonnaient de la salle communautaire. Des gens autrefois brisés qui construisaient à nouveau. La ferme se tenait solide, ses murs ne cachant plus de secrets, mais abritant l'espoir. Et alors que la dernière lumière s'estompait sur les collines du Montana, 3 vies, autrefois brisées par la perte, étaient devenues le fondement de quelque chose de plus grand, de quelque chose d'entier. Parfois, les plus grands miracles ne viennent pas comme le tonnerre ou le feu du ciel. Ils viennent tranquillement sous la forme d'un soldat blessé apprenant à sourire à nouveau, d'une fille reconstruisant le rêve de son père, ou d'un chien loyal qui n'a jamais cessé de croire en la bonté des gens. C'est peut-être ainsi que Dieu agit. Non pas par de grands gestes, mais par des mains ordinaires prêtes à faire preuve de gentillesse, par la chaleur d'un feu partagé, d'une maison reconstruite ou d'une seconde chance que nous ne pensions pas mériter. Alors, si cette histoire a touché votre cœur, prenez un moment pour la partager, parce que quelqu'un là-bas est peut-être au milieu de sa propre tempête, attendant qu'on lui rappelle que la foi, l'amour et la rédemption existent toujours. Laissez-nous un commentaire, dites-nous d'où vous regardez, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune autre histoire de courage, d'espoir et des miracles silencieux de Dieu. Qu'il vous bénisse, vous et tous ceux que vous aimez, cette nuit et en chaque saison qui suit.